Je me présente plus comme la femme du pasteur. Parce que tu vois, dans notre culture congolaise, on dit maman pasteur. Moi, ça me dérange. Les femmes elles-mêmes se disent j'ai des enfants donc je ne peux pas faire ça parce que je dois m'occuper de mes enfants. Je suis épouse d'eux, je suis ceci, toujours je suis quelque chose d'eux. Mais avant d'être le quelque chose d'eux, tu es d'abord toi. Et moi, ma cause à moi, c'est que la femme trouve ce qu'elle a à faire, sa mission de vie sur cette terre. Et une fois qu'elle la trouve, qu'elle arrive à l'accomplir. Parce que tant qu'on n'accomplit pas ce pourquoi on est là, on arrive à une dimension où on est frustré. Si tu les as, c'est que tu es capable de les assumer tout en même temps. Maintenant, accepte seulement que parfois tu pourras être à fond là et un peu moins là. Mais ça ne fera pas de toi une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Mais surtout, assure-toi qu'on ne vienne pas te débrider par rapport à ta identité de femme. Les gens ne doivent pas être à notre service, c'est nous qui sommes au service. Okay. Et donc, du coup, comme moi, je suis à 1000% au service de toutes les femmes de mon église. Toi, non, pas par un pasteur, je suis votre sœur. Et puis pour d'autres qui sont des mamans, je suis votre fille. Tu sais, tu peux donner une éducation à ton enfant dans ta maison. Donc, c'est un environnement que tu as créé, donc qui est sain et aseptisé même, je peux te dire. Mais sauf que dès qu'il sort là, il est exposé à tout ce que toute personne peut retrouver sur son passage. Hello chers tous, vous espérons en parfaite santé des différents endroits où vous suivez cette émission. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Deep Conversation. Cette émission qui s'est donnée pour objectif d'aller à la rencontre des différentes personnalités afin d'écouter leurs histoires, d'apprendre de leur parcours de vie. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir de recevoir pour vous une femme qui est très émancipée de par la qualité de son travail, qui est entrepreneur, qui est aussi à la tête d'une entreprise et pas les moindres. Elle va nous partager son parcours et on va discuter avec elle autour des sujets liés à l'autonomisation des femmes, de leur identité, de comment est-ce que les femmes doivent être les piliers de la société. Ça y est, depuis le 14 décembre 2025, le pouvoir caché des relations est disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes où vous pouvez l'acheter au prix de 25 € pour ceux qui sont en Europe, en France, aux États-Unis et au prix de 15 000 francs pour ceux qui sont en Afrique, francophone, anglophone et peu importe. Le pouvoir caché des relations a été édité chez Soart Éditions, une maison d'édition qui accompagne des jeux de talent, particulièrement du Congo, mais aussi de l'Afrique de façon générale. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec cette maison d'édition pour vous accompagner dans la rédaction, la publication de vos ouvrages littéraires. Aussi, je tiens à travers cette petite introduction vous rappeler que vous êtes plusieurs qui nous suivent dans Deep Conversation, cette magnifique émission où je reçois les différentes personnalités de tous horizons avec qui on discute sur des sujets de société, mais pas que, aussi sur leur parcours de vie. Et au travers de ces émissions-là, on essaie de tirer des leçons de vie. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes au nom de JM Tikaya, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, le même nom, JM Tikaya. Bonne émission à vous, à très bientôt, Yebelardo. J'ai en face de moi Madame Nelly, que j'aime appeler Elika Delis. Bonjour. Bonjour Monsieur JM. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oh, ça va très bien. Alors, comme d'habitude, j'aime toujours poser la question à mes invités pour savoir est-ce que tu veux que je te tutoie ou je te vouvoie? Le tutoiement, bien évidemment. Ça sera Voilà. mieux, Pour toi. Ah oui, il n'y a pas de souci avec ça. Ok, d'accord. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter de la meilleure des façons? Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis Nelly Biola. Ok, Donc, Biola, c'est mon nom d'épouse. Je suis une femme, comme tout le monde pourra le voir. ok. Et je suis mariée, donc mère de 6 enfants. Wow. Et je suis la fille d'un monsieur et d'une dame qui est exceptionnelle. La deuxième dans la fratrie de 5 enfants. Ok. Et je suis d'origine congolaise de Brazzaville. J'aime bien mettre la précision de Brazzaville. Ok. Ouais, donc je peux me présenter comme ça. Une Voilà. femme, tout simplement. Alors, tu as un parcours incroyable puisque aujourd'hui, tu es entrepreneur. Déjà, d'entrée, sous quelle casquette aimerais-tu qu'on t'introduise? Parce qu'en même temps, aussi, tu es femme de pasteur, il me semble. Oui. Ok. Oui, exactement. Alors, ça fait longtemps que je me suis posé la question, mais j'ai réussi à trouver la réponse. Je veux qu'on me présente en tant que Nelly femme d'abord. Parce qu'avant d'être la femme d'eux, la mère d'eux, je suis d'abord Nelly. Ok. Donc, qu'on me présente d'abord pour la personne que je suis, puis tout le reste, ce sont des casquettes que je porte. Tu vois, comme aujourd'hui. Ok. Les casquettes que tu portes. Donc, Oui. si je m'appuie sur ta présentation où tu dis je suis Nelly, ceci, bon, on enlève tout ça puisque ce sont des titres, Yes. mais il me semble. Qui est Nelly alors? Nelly, c'est une femme toute simple, accessible, authentique et humaine. Ok.
et qui a pour mission de vie, elle l'a découvert il n'y a pas très longtemps, de pouvoir porter la cause pour d'autres femmes. Ok. Donc vraiment, je suis cette femme-là hyper accessible, qui n'est pas là à faire du fake, comme on dit en ce moment, mais qui est juste elle. Ok. Parce que dans un monde où il y a beaucoup d'apparats, mais Nelly, elle se montre telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je suis cette femme-là. Ok. Tu dis porter une cause. C'est quoi la cause? La cause, c'est que, tu vois, souvent, on associe les femmes, ou bien les femmes elles-mêmes se disent, j'ai des enfants, donc je ne peux pas faire ça parce que je dois m'occuper de mes enfants. Je suis épouse d'eux, je suis ceci. Toujours, je suis quelque chose d'eux. Ok. Mais avant d'être le quelque chose d'eux, tu es d'abord toi. Et moi, ma cause à moi, c'est que la femme trouve ce qu'elle a à faire, sa mission de vie sur cette terre. Et une fois qu'elle la trouve, qu'elle arrive à l'accomplir. Parce que tant qu'on n'accomplit pas ce pourquoi on est là, on arrive à une dimension où on est frustré. Et pour éviter la frustration, il faut se découvrir et accomplir ce pourquoi on est là. Donc, je peux comprendre aussi que tu es passé par des moments de frustration Yes. et tu as appris à te connaître. Oui. C'était quoi la stratégie? Parce que, honnêtement, on vit. D'ailleurs, sous peu, je vais recevoir quelqu'un avec qui on va aborder aussi un peu ce volet-là, le volet identitaire de l'homme. Homme avec grand H, Yes. mais femme et homme. On vit dans une société où on se perd un peu, faute de repères et autres. Toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme... ou quelles sont les stratégies que tu as utilisées pour pouvoir te découvrir, apprendre sur toi et puis aujourd'hui t'émanciper jusqu'à oser dire que je porte en moi une cause, je souhaite défendre une cause, c'est de pousser les femmes à se découvrir. Alors, tu sais, déjà, alors après, je pense que cette réponse que je veux t'apporter en premier, c'est on a tendance toujours à regarder ce qui se passe chez les autres pour savoir si, à son niveau, on fait bien ou bien pour se jauger, est-ce que je suis au-dessus de la mêlée ou est-ce que je suis en dessous ou bien je suis comme les autres. Et souvent, quand tu fais ces comparaisons-là, tu te rends compte en fait que tu te compares, mais pour ressembler à quelqu'un, mais pour pas te ressembler à toi. Et c'est vrai que moi, c'est le business qui m'a beaucoup aidé finalement à pouvoir faire valoir cette cause parce qu'en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours regardé un peu ce que faisaient les autres autour de moi. Après, ce qui peut être normal, hein. Mais finalement, ça n'allait pas être mon identité à moi. Ça n'allait pas être ma signature. Et je me suis perdue longtemps, en fait, à chercher à copier, à faire comme les autres. Sauf que je me suis dit, mais pourquoi? Et puis je me suis dit, puis celui qui est là-haut aussi m'a dit surtout, mais en fait, je t'ai créé unique. Il n'y en a pas deux, Nelly. Même si entre le 31 mai 81, c'est ma date de naissance, Ok. il y a beaucoup de T'as personnes... pas peur de l'affirmer un Ah peu? bah non, non, mais c'est ça être authentique, c'est de se montrer tel que tu es. Ok. Donc on dit souvent, on dit pas, on donne pas l'âge des femmes. Moi, j'en ai rien. Toi, tu n'es pas Oh non. dans cette Moi, je approche-là. suis juste dans ce que Dieu me dit de C'est une dire. fausse philosophie C'est une d'ailleurs. fausse philosophie. Voilà, on ne donne pas l'âge de la femme. Mais On vous donnerait avez pas peur de l'âge. vous assumer ou quoi? Ah bah, en tout cas, moi, je m'assume. Surtout que moi, on me dit que je fais pas mon âge. Ok. Alors, je l'assume bien. Mais D'ailleurs, donc, même l'équipe technique qui m'accompagne, ils ont été choqués d'apprendre bah oui. Donc, qu'aujourd'hui, tu as 44 ans, c'est ça? 44 ans, Ok. exactement. Donc, moi, en fait, ce qui m'a permis de pouvoir me dire que non, ma cause, c'est celle-là, c'est que moi, encore Dieu merci pour moi, j'ai réussi à trouver, tu vois, le moyen de savoir ce pourquoi je suis là, que je suis là, pardon. Mais il faut arriver à un moment à sortir, en fait, de tous ces codes, de toutes ces cases. Là, tu sais, on veut nous ranger dans des cases, se dire, non, bon, Congolais, c'est comme ça, donc on les range comme ça. Béninois, c'est comme... Non, oui, Béninois, oui, mais au Bénin, je sais pas, il y a combien de millions d'habitants, mais chaque habitant du Bénin a une particularité qui lui est propre. Et il ne faut pas arrêter de regarder ce qui se passe autour de soi pour se chercher, mais rentrer plutôt, faire une introspection en soi-même et se dire, OK, qu'est-ce que je dégage en moi qui fait que je suis ma personne? Et moi, l'entrepreneuriat, ça m'a tellement aidé. Et le jour où je l'ai compris, j'ai plus jamais fait les choses comme Ok. avant. Donc, tu as découvert. Donc là, je me rends compte que tu as deux causes que tu défends. De l'autre, tu t'émancipes grâce à l'entrepreneuriat. Dans quel domaine déjà? Dans le monde de l'événementiel. Ok. Donc, l'organisation Et de l'autre côté, tu portes en toi une cause pour pousser les femmes à se découvrir. Mais avant qu'on ne parle vraiment de cette cause de façon approfondie et qu'on parle aussi du volet entrepreneurial, j'aimerais que tu nous expliques un peu ta traversée de la crise identitaire par rapport... Parce que on a déjà plus d'une fois échangé autour du sujet où tu laissais entendre que voilà, il y avait beaucoup de casquettes, Nelly, femme de ceci. Et d'ailleurs, même, tu l'as dit tout à l'heure que tu n'aimes plus te définir comme étant Nelly mère, Nelly ceci. Tu aimes être toi, Nelly, femme, simple, humaniste et tout, et compagnie, au fait, tout ce que tu mets autour. Comment s'est passé cette traversée du désert et qu'est-ce qui a déclenché en fait, cette crise identitaire chez toi? Parce que je pense qu'à un moment donné, tu étais très en paix avec ça, très en phase. Mais il y a eu cette période où... Alors, très en face, finalement, pas trop, je me rends compte. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand j'étais encore salariée, je travaillais beaucoup. Moi, je viens du monde de la finance. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans ce secteur-là.
Et c'est vrai que j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais des équipes et tout ça, et je me suis pas trop occupée de mes enfants. C'est plutôt, j'ai vraiment un mari qui est en or, et c'est lui qui a vraiment joué le rôle de papa et pas maman, parce qu'il peut pas jouer mon rôle, mais en tout cas, Mm. quand moi je pouvais pas être là, il était là. Mais si tu veux, j'étais quand même déjà frustrée en tant que salariée parce que j'avais l'impression de ne pas être à 100% avec mes enfants. Ok. J'avais l'impression de ne pas être à 100% la femme de mon mari. Et du coup, j'avais cette frustration et je disais souvent à Dieu quand je lui parlais, mais je comprends pas. J'ai l'impression que je fais 50% de chaque casquette que j'ai, alors que normalement, je ne dois pas léser une d'entre elles. Mm. Et donc, du coup, j'ai longtemps souffert de ça. L'entrepreneuriat est arrivé. Pareil, il y a eu aussi, pareil, ce côté-là. Je ne suis pas assez bonne dans l'entrepreneuriat. Je suis pas... Et puis encore là, en plus, comme je suis entrepreneur, je passe encore moins de temps avec mes enfants. Mais à un moment, je me suis dit, Nelly, tu n'as pas à choisir en fait entre tes différentes casquettes. Si tu les as, c'est que tu es capable de les assumer tout en même temps. Mm. Maintenant, accepte seulement que parfois, tu pourras être à fond là et un peu moins là. Mais ça ne fera pas de toi une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Mais surtout, assure-toi qu'on ne vienne pas te débrider par rapport à ta identité de femme. Et quand j'ai compris ça, eh ben, c'est moi qui ai les cartes en main. Et le jeu, c'est moi qui le distribue. Donc là, même si tu t'assumes 20% de l'autre côté, 50% de l'autre sont dans l'entrepreneuriat, 80% dans ta cause, bon, on va pas dire de féminisme, mais dans Oui. ta cause liée à la femme, tu es en phase et en paix avec. Oui, je suis en phase avec. J'ai appris parce que si je suis pas en phase avec, c'est moi qui souffre après. Ok. Quelle était la place de la spiritualité dans tout ça? Est-ce que c'est le socle qui t'a permis de te repérer ou bien tu as utilisé peut-être les approches de techniques de développement personnel et autres? Non, c'est la spiritualité. C'est le soubassement, la fondation, là, bien solide. S'il n'y a pas ça, bah, tu n'aurais pas Nelly qui se tiendrait là devant toi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça qui m'a... Là, tu sais, la partie invisible là, qu'on ne voit pas. L'iceberg, tu vois, tu as le petit haut, la petite partie qui est émergée, puis tu as la grosse partie en bas qu'on ne voit pas, mais qui fait tout le travail. Et ben moi, la spiritualité, il faut préciser en Dieu. C'est ce qui ne se voit pas. Et tu vois, c'est ça que ça fait épanouie, qui sait ce qu'elle est Ok. et ce pourquoi elle est là. Tu es aussi femme de pasteur. Oui. J'ai constaté que c'est un titre ou une fonction de ton identité que tu n'aimes pas trop mettre en avant. Pourquoi? Après, moi, je dirais, tu sais, après, je sais pas si ça risque d'être choqué certains, mais c'est pas grave, je m'en cogne pour dire ça proprement. Ok. Je me présente plus comme la femme du pasteur, parce que tu vois, dans notre culture congolaise, on dit maman pasteur. Mm. Moi, ça me dérange. Parce que, tu vois, en France, on parle pas de maman pasteur. Maman pasteur, tu vois, c'est parce que culturellement, on appelle la femme de quelqu'un qui a entre guillemets, une certaine autorité. On dit souvent maman par respect. Mm. Mais en vérité, je suis juste sa femme. L'appel, c'est pas sur ma vie à moi, c'est sur sa vie à lui. Donc pour toi, dire maman pasteur, c'est Ça a aidé beaucoup de mamans pasteurs à apprendre à devenir aussi pasteur. devenir pasteur et puis en même temps avoir tout ce qui va avec. Alors que moi, je me dis que quand on est appelé à ce genre de choses, les gens ne doivent pas être à notre service, c'est nous qui sommes au service. Ok. Et donc, du coup, comme moi, je suis à 1000% au service de toutes les femmes de mon église. Toi, non, pas maman pasteur, je suis votre sœur. Et puis pour d'autres qui sont des mamans, je suis votre fille. Ok. Et pour les autres qui ont l'âge de ma fille, ce sont mes filles. Donc, il n'y a pas de maman pasteur, c'est juste la sœur Nelly. Ok. Voilà. Avant qu'on évolue sur les projets entrepreneuriaux et sur ta cause, est-ce que on est destiné à... Est-ce que c'est quelque chose qui est comme prédestiné ou bien ça s'apprend, le fait d'être femme de pasteur, et quels sont les challenges auxquels on peut être amené à vivre étant la femme d'un pasteur? Alors moi, je pense que ça prend quoi qu'il arrive. Et oui, on est prédestiné. C'est pas quelque chose que tu choisis. Moi, il y a 20 ans en arrière, jamais j'aurais pu dire, mais jamais de la vie. Non, mais ça va, être femme de pasteur, mais pourquoi? Je suis bien dans ma foi avec Dieu, ça me suffit. Mm. Mais c'est vrai que quand c'est écrit pour toi, c'est écrit. Maintenant, c'est pas quelque chose que tu claques des doigts et tout de suite tu rentres dans ta casquette de femme de pasteur. Tu passes par plein de choses pour apprendre à être bien cette femme-là qui va déjà aider son mari, qui a été appelée à faire cette mission-là, et en même temps être une bénédiction aussi, et puis une source de soutien, d'appui, de support pour toutes les personnes qui sont à côté de toi. Donc ça prend par des moments qui sont douloureux, des épreuves qui sont pas faciles, parce que pour arriver là où on est aujourd'hui, mon mari et moi, on est passé par des épreuves. JM, on aura l'occasion d'en parler, mais c'était tellement dur. Mais on peut en parler. Tu vois, au fait, l'objectif de Deep Conversation, c'est vraiment de rendre, de démocratiser. Je ne sais pas si ça se dit, Oui. mais vraiment la parole, au fait. Il y a parfois autour de la vie, il y a des concepts un peu trop compliqués que je pense qu'il faut qu'on simplifie pour permettre à un enfant
qui va écouter cette émission de comprendre. Donc, le parcours, tu peux partager. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on discute. Alors oui, ça s'apprend, tu sais, avant qu'il puisse arriver à... Pour lui, c'est une mission de vie. Hein. Ok. Vraiment, mon mari, il est entrepreneur aussi. Il l'a été avant d'être pasteur. Mais le pasteur, en tout cas, la mission de vie pour son Dieu, c'est ce qui prend vraiment le dessus dans sa vie. C'est d'abord ça, nous, on vient après. Et ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Parce que je sais que s'il arrive à bien faire ça, et ben nous, derrière aussi, ça va aller. Et ce que je veux dire, c'est qu'avant d'arriver à ça, on est passé par des épreuves où tu subis l'humiliation. Tu subis des mensonges, tu subis où ta réputation est cassée, au point où même ça vient jusqu'à diviser dans ta famille. Parce que tu connais après quand Dieu veut te faire comprendre qu'il est maintenant temps de pouvoir se séparer pour rentrer dans ta mission personnelle. Tu vois, dans la vie, je ne sais pas si tu as vu le film qu'on appelle L'Ascension. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui aimait une jeune fille, comme tout jeune homme peut aimer une jeune fille. Il a tellement évalué d'ailleurs cette jeune fille-là qu'il s'est dit qu'elle, pour l'avoir, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Et il fallait donc qu'il arrive, qu'il atteigne, je crois que c'était le mont Everest, si je ne me trompe pas. Et en fait, à chaque fois qu'il allait d'étape en étape, il avait à chaque fois un guide qui changeait. Parce que chaque guide avait son expérience et son expertise sur l'étape qu'il devait faire. Mais lui, sauf qu'il était attaché à chaque fois. Donc, le premier guide avec qui il est parti, il pensait qu'il partirait avec lui depuis le départ jusqu'au pic du mont Everest. Sauf que le guide a dit non, là, moi, je connais mes limites. Je passe le relais. Continue pas. Sauf qu'il y en a certains, souvent, quand ils pensent qu'ils commencent avec toi dans ta vie, qui t'ont montré beaucoup de choses, un peu comme un parent qui a élevé son enfant, qui l'a éduqué, il pense qu'il doit t'accompagner surtout et qu'il doit même te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire. Sauf qu'il y a un moment, quand Dieu voit que tu ne comprends pas, que là, toi, ta limite, elle est arrivée là, passe le relais, il y a un autre guide qui va arriver pour continuer avec elle. Et bien, ce passage-là, nous, ça a été très dur parce que dans notre entourage, il y a des personnes qui n'ont pas compris ça et qui ont pris un peu comme... comment je pourrais dire ? De la déloyauté. Yes. En fait, de façon très codifiée, tu nous as exposé une approche de séparation. Yes. Une séparation qui a été très dure, je te dis, au point où ça a impacté ma famille. Enfin, et ça n'a pas duré 2 mois, 6 mois, ça a duré très longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit encore un peu les séquelles de ce qui s'est passé. Mais fort heureusement pour nous et pour mon mari aussi, on sait que c'est d'abord l'amour qui prime surtout. Quand on est animé par l'amour, on arrive à pardonner plein de choses, mais ça a laissé quand même des marques. On le voit quand même. Est-ce que vraiment servir Dieu dans l'appel étant ministre, ou bon, disons dans les 5 ministères, c'est vraiment toi qui es aux côtés d'un homme qui paye le... Bon, on va pas dire... Mon père spirituel et mentor n'aime pas dire payer le prix pour lui, on a déjà payé le prix. Et que l'œuvre de Dieu, on le fait avec amour. Mais est-ce que les épreuves, vraiment, il y en a, et si on n'a pas le cardio, est-ce que c'est pour toi vraiment l'élément qui montre que tu es élu à l'appel? Moi, l'élément qui montre que tu es élu, effectivement... Est-ce que c'est les épreuves Oui, les épreuves, il peut même la capacité de les supporter, de les surmonter. Je le disais encore hier, parce que on avait une réunion hier, et ça, parfois, c'est houleux, hein. Mais si tu n'es pas appelé, tu sais, ce genre de mission t'oblige à avoir un cœur qui est comme une éponge. Pas que tu absorbes pour dire que tu es bête ou yuma, comme on dit dans notre langue. Mais c'est juste pour dire que non, je supporte parce que je veux, en fait, tu vois, je ne cherche pas l'approbation, mais je cherche à ce que tout le monde soit en paix avec tout le monde. Donc, s'il faut que je prenne sur moi, je prends sur moi. Et c'est là que je dis souvent à mon mari, même à mes enfants, parce que on parle de moi, mais il faut voir aussi les enfants. Parce que aussi les dégâts collatéraux, aussi, parfois, ça les affecte aussi. Et si tu n'as pas cet amour, mais je ne dis pas l'amour comme quand tu vas dire à ton mari, chérie, je t'aime, bébé, et tout ce que tu veux. C'est vraiment l'amour qui dit où tu supportes tout. L'amour où tu dis, OK, je pardonne tout. En fait, comme mon mari aime souvent dire, tu pardonnes l'impardonnable, tu supportes l'insupportable, tu ne te soupçonnes pas, tu n'envies pas, tu dis, OK, c'est juste l'amour et basta. Et bien, quand tu arrives à cette dimension-là, et je le vois parce qu'on a eu des cas, nous aussi, là où on est aujourd'hui dans le ministère, c'était chaud. Et quand tu vois que tu arrives à réouvrir tes bras pour accueillir les personnes sans arrière-pensée, même sans, tu vois, parfois chez nous, on dit au Congo, quand tu vois que ton cœur fait encore... Quand tu vois la personne, c'est qu'il y a encore un problème, tu vois. Mais quand tu vois que la personne avec qui il y a eu des griefs, ton cœur ne fait pas ce cas-là, c'est que c'est vraiment que tu as été appelé. Et je suis convaincue qu'on a été... Un dernier détail sur ta personne, c'est très important qu'on l'aborde parce que ce n'est pas demain potentiellement que j'aurai l'opportunité de recevoir une femme de pasteur, entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un avec autant de fonctions comme tu sais très bien les porter. On vit une génération où les hommes de Dieu sont élevés au rang de modèle. Et c'est vrai,
Il y a beaucoup aussi de bad buzz parfois qui tournent autour. Et parfois, les sources de ces bad buzz-là, ce sont des enfants. Toi, je vois que tu as des enfants qui sont très bien éduqués, qui sont vraiment... Il y a un travail de fond qui a été fait. Quand on est pasteur, parce qu'on est vraiment modèle pour plusieurs, on évite d'être une occasion de chute aussi pour plusieurs, comment élève-t-on les enfants quand on est pasteur? Est-ce qu'il y a une éducation propre ou bien on éduque les enfants comme on éduque les enfants? Ou bien il y a une éducation vraiment où on fait attention à tout, on regarde un peu tout, parce que le bad buzz peut venir aussi de l'enfant. Alors moi et mon mari, on éduque nos enfants comme tout parent peut éduquer ses enfants. Maintenant, on prend le socle, la parole, toujours. Ça, c'est toujours au regard de la parole, qu'est-ce que ça dit. Maintenant, on n'est pas non plus des neuneux, on sait qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Tu sais, tu peux donner une éducation à ton enfant dans ta maison, donc c'est un environnement que tu as créé, donc qui est sain et aseptisé même, je peux te dire. Mais sauf que dès qu'il sort là, il est exposé à tout ce que toute personne peut retrouver sur son passage. Donc, moi, comment j'élève mes enfants? Et c'est pour ça que parfois, je dis, je peux être, pour reprendre les termes de certains, une maman pasteur qui peut choquer. Parce que je ne fonctionne pas comme les autres. Choque-nous. Je te le dis, parce qu'aujourd'hui, je veux dire à mes enfants, t'écoutes pas du Koffi Olomidé. Mais ce serait du mensonge. Parce que je sais qu'ils vont écouter. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ma fille, je sais qu'elle est là à côté de moi, elle peut écouter du Koffi. Mais je sais qu'un jour, elle fera sa rencontre. Tu vois? Toi, pour certains parents, c'est vraiment, on n'écoute pas de la musique mondaine chez moi, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Toi, tu n'es pas dans cette approche où on leur dit, parce que mon mari, tu vois, il a sa vision des choses. Donc, je lui dis non. Mais je sais très bien que quand mon mari et moi, on n'est pas là, mais ils restent seuls. Tu vois, là, je suis là, par exemple. Ils sont seuls à la maison. Donc, est-ce que nous, on est là pour les surveiller H24? Non. Donc, et même si parfois, nous, on est même dans la maison, mais les écouteurs, là, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, là, dans les écouteurs, là, on ne sait pas ce qu'elle écoute. En fait, tout ce que moi, on leur montre, c'est que tu vois, la vie, elle est comme ça. Maintenant, nous, on te met des garde-fous. On dépose en toi la semence. On dépose en toi ce qu'il faut déposer. Mais il y a un moment, quand tu seras grande, ça va remonter. C'est comme une graine. Tu sèmes. Jette ta semence dès le matin. Tu ne sais pas ce qu'elle produira. Moi, c'est vraiment un verset que j'aime beaucoup. Je jette, je dépose en eux. Mais je sais qu'à un moment, ça sortira. Et je vais te prendre un exemple. J'ai ma fille aînée, Naomi, qui est partie l'année dernière en Thaïlande pour 6 mois pour ses études. Elle a vécu pendant 6 mois toute seule à l'âge de 20 ans. Imagine-toi. Est-ce que tu avais peur? Non. Confiance totale? Oui, parce que je sais comment je l'ai éduquée. Ok. Et ça s'est très bien passé. Et elle-même, elle a témoigné, maman, tu sais, j'aurais pu faire plein de trucs, mais à chaque fois, il y a une voix qui remontait en moi. Ok. Et quand ma fille me dit ça, tu sais, tu arrives à savoir que tu as bien éduqué ton enfant, pas tant qu'elle est dans la maison de ses parents. C'est une fois qu'elle sort, qu'il n'y a ni père ni mère là pour regarder comment elle se comporte. Et c'est là que j'ai vu que ma fille, on l'a bien éduquée. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il faut interdire les enfants des choses ou bien il faut juste parler et laisser vraiment, si on te disait aujourd'hui, bon, tu es la papesse et que c'est toi qui donnes la ligne directrice, ou bien tu es vraiment quelqu'un... Non, il faut donner un cadre, ça c'est sûr. Il faut avoir un cadre. Maintenant, tu sais, trop d'interdits poussent quelqu'un à aller voir ce qui se passe derrière. Non. Il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, parce que nous-mêmes qui donnons des cadres, là, ça nous arrive aussi d'avoir des faiblesses. Et je ne suis pas du genre à te dire, fais pas ça, fais pas ça. J'en ai une qui est à Lille. Elle a 18 ans. Elle vit toute seule à Lille. Elle ne vit pas avec vous? Elle ne vit pas avec nous pour ses études. Je ne suis pas tout à l'heure avec elle, derrière elle. Non. Non, tu donnes un cadre. Tu vois, il y a des bases qui sont posées. Et après, le reste, là, j'ai confiance en celui qui est là-haut. Parce qu'en vérité, moi, je suis juste un instrument qui les accompagne dans leur mission de vie. Et lui, il sait aussi que chacun d'entre les 6 que j'ai là, chacun d'eux a une mission sur sa tête. Et donc, du coup, il ne peut pas permettre... Et même si il y avait un truc où, tu vois, sur le parcours, là, si tu fais une petite déviance, il va te remettre tout de suite. Moïse, à un moment, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon, non? Il n'est pas revenu finalement. Si. C'est ça qui m'aide, pour faire comprendre que même si... Bon, il est revenu étant libérateur. Hein. Oui, mais libérateur, mais en tout cas, il est revenu. Oui. Le plus important, c'est qu'il soit revenu. Oui. Ce qu'il est venu faire après, oui, mais pour sa vie, déjà, il est revenu. Et c'est pour ça que moi, je me dis, je suis comme la maman de Moïse Yokebet, qui a allaité Moïse pendant 3 mois en secret. Cet allaitement-là a déposé une semence en lui. Si bien qu'à 40 ans, il s'est souvenu de qui il était. Et je fais pareil avec mes enfants. Ok. Tu jettes la sémence et puis tu laisses Dieu... La nature, avec l'éternel, ça fera des choses par lui-même. C'est bien ça. J'aime cette façon de voir les choses. On va attaquer un autre volet de ce que tu fais. Mais j'ai introduit cela avec une très belle question. Si ton parcours était un plat, quel goût aurait-il?
Sucré, salé ou pimenté? Salé. Salé, pimenté, mais non piquant. Pourquoi? Parce que tu connais le piment végétarien? Non. La particularité du piment végétarien, c'est que c'est un piment qui a le goût pimenté, mais qui ne pique pas. Donc, ça veut dire que tout le monde peut en manger. Je ne parle pas de moi, pardon, quand je dis tout le monde peut en manger, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Non, c'est dans le sens où tu peux accéder au plat. Parce qu'il y en a certains qui veulent goûter des plats, mais ils ont peur parce qu'ils se disent que ça va être encore piquant. Non, là, tu peux le manger. Tu auras la saveur pimentée, mais tu n'auras pas le côté piquant. Ça, je ne savais pas. Hein. Oui, tu essaieras. D'ailleurs, j'attends mon plat pour mon anniversaire, donc il faut mettre le piment végétarien. Je te le mettrai, tu verras la différence. Ok. Vraiment. Donc, ça serait pimenté. Et ça serait quel plat? Là, tu nous as parlé de... un bon bouillon. Pourquoi un bon bouillon? Parce que c'est digeste. C'est quelque chose qui se prépare rapidement. Ok. Et après, les bouillons, t'en fais de toutes les sortes. Donc, un bon bouillon avec un peu de coco. Je ferai avec un peu de... Non, pas le poisson salé. Un peu de crevettes. Ok. Tu vois, un peu... Un bouillon sauvage à la congolaise. Avec un bon manioc de chez nous. Ouais. Ok. Moi, j'aime le bouillon. Assure-moi, il y a des gens qui se posent la question, mais... On part des choses sérieuses, on introduit... non, j'arrive. Qu'on introduise des notions de bouffe à l'intérieur, où est le rapport? Eh bien, tu as lancé une entreprise, tu entreprends dans l'événementiel, mais précisément, tu as une entreprise de service traiteur. Oui. Raison pour laquelle on a commencé à parler de bouillon et de piment, de piment végétarien et tout consort. Alors... Comment est-ce qu'on se lance dans une entreprise en quittant une boîte où on est chef de service, on a l'équipe, puisque dans ce que tu fais quotidiennement, tu diriges aussi une équipe, mais déjà, comment est-ce qu'on arrive à abandonner de la stabilité pour rentrer dans un monde aussi turbulent que l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la passion? Non, ce n'est pas le cœur, c'est la passion. Okay. S'il y a des choses qui sont en bois, en toi, ça bouillonne tellement. Ça bouillonne tellement que si tu le fais pas, tu n'as pas l'impression d'exister. Donc, c'est la passion qui m'a emmenée là. C'est aussi le fait, moi, quand j'étais salariée, parce que mon mari, il a créé ses boîtes, il en a plusieurs, mais sa première boîte, il l'a créée en 2008. Bon, il a charbonné aussi. Hein. Le monsieur, il a quand même, tu vois, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a un peu galéré au départ. Mais quand moi, je voyais que j'étais au travail, le monsieur m'appelle à midi, il me dit, bon, ma journée est finie. Je rentre me faire une petite sieste et après, je m'occupe de mes enfants. Mais je me disais, mais c'est ma vie, ça, en fait. C'est pas possible. Comment toi, t'es l'homme, c'est toi qui vis ça, mais ça, c'est ma vie, en fait. Et tu te disais ça? Oui, je me disais, ça, c'est ma vie, mais comment et ça t'énervait? Et ça m'énervait, ça m'agaçait. Et je voyais, en fait, si tu veux, ce luxe qu'il avait de gérer son emploi du temps en fonction de sa vie privée. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que moi, mes 3 premiers enfants, parce que j'en ai 6, j'ai pas pu m'en occuper comme je le voulais, parce que j'étais trop prise par le travail avec tous ces challenges que j'avais, les responsabilités. J'ai eu ma 4e, j'ai pas pu, mais quand j'ai eu ma 5e, j'ai dit... Je reste à la maison, je me focalise sur ma famille. Mais comme je suis une femme active, j'aime pas... Moi, je ne suis pas femme au foyer. Hein. Non, les histoires de femme au foyer, là, ce n'est pas pour moi. Je suis une femme de mari de la maison, mais rester à la maison, là, non, ça, c'est pas moi, tu vois. Mais donc, du coup, quand je suis arrivée en congé... Tu dois aller chercher le jet. L'argent. Il faut aller chercher, puis même, il faut s'occuper. Je dis, il y a du potentiel. Tu sais, moi, mon père, comment il nous a éduqués? Mon père, il a eu 4 filles et un garçon. Okay. Mais le garçon est arrivé en dernière position. Okay. Donc, à un moment, il s'est dit, peine perdue, je suis sûre que je n'aurai pas de garçon. Okay. Donc, la manière dont mon père nous a éduqués, je t'explique. Il dit, vous aurez des maris. La société congolaise veut que la femme reste le mari d'abord et puis la femme en dessous. Mais moi, là, je vous dis, ne dépendez pas d'un mari. Je vous éduque, vous allez à l'école, vous faites des études, vous faites ça. Donc, vous aussi, c'est pas que votre voix porte plus que celle de votre mari. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ne soyez pas des rebelles, c'est pas ça. Mais il faut que si vous ayez... Et du coup, comme moi, tu vois, j'avais comme une mission en moi, parmi les 4 filles que mon père avait. J'avais le sentiment de dire, bon, il n'a pas eu de garçon, mais alors, c'est pas que j'étais un garçon manqué, mais il faut que je lui montre que je peux me comporter un peu comme le garçon qu'il n'a pas eu pour qu'il ait l'impression, Nelly, c'est une fille qui peut assumer beaucoup de choses. Donc, quand je suis arrivée, quand j'ai eu ma fille, la 5e, j'ai eu le congé parental. Donc, je me suis occupée de ma famille. Je me suis dit, non, Nelly, c'est pas toi. Il faut que tu ailles chercher. Et du coup, j'ai dit, non, c'est le moment de créer Elikia. Parle-nous un peu d'Elikia. Elikia Délices. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais changé ton nom dans mon téléphone. Parce qu'il m'est arrivé un moment où, lorsque tu devais intervenir dans mon groupe de coaching, je disais, oh, et ça peut comment? Donc, je suis allé... Parce que j'avais écrit Elikia Délices. Oui. Je suis allé donc sur l'Insta pour voir. Il dit, tiens, mais voilà. Je me rappelle, c'est Madame Nelly. Elikia Délices. Voilà. Parle-nous un peu d'Elikia.
Ilikia, Délices, bien sûr. oui. Si je dois le positionner par rapport à mes enfants, c'est mon 6e enfant. Non, mais ton qu'il âge est... assiste, Oui, 7e. mais il est né entre Ah, ma ok. 5e et ma 6e. Ok. Tu vois, donc je dirais que ça me prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur de faire. Et au départ, c'était l'idée, tu vois, la cuisine congolaise. Pour pas dire africaine, parce que j'ai horreur qu'on parle la cuisine africaine. Il y a 54 pays en Afrique. Donc, ce sont les cuisines africaines. Ok. On ne dira pas la cuisine européenne, on dit française. Donc, j'avais pour moi une mission. Tu sais, j'avais mon responsable quand je travaillais à la banque. Il me disait tout le temps, parce qu'on faisait des beaux restos sympas avec nos clients, tu sais, gastronomiques, étoilés. Et quand on parlait avec lui, il me dit, de toute façon, vous, Nelly, les Africains, dans vos restaurants, on mange avec les mains. Et puis la décoration, il y a des bouibis, des masques. J'ai dit, mon gars, mais de quoi tu me parles? J'ai dit, OK. Après, en même temps, tu vois, quand tu vois un peu certains restos à l'époque qu'il y avait dans Paris, ça ressemblait un peu à ce qu'il disait. Tu vois la carte du restaurant, au lieu de te spécialiser dans un pays, tu as 54 pays ou bien tu as 15 pays qui sont représentés. Tu fais à la fois du tchèp, tu fais du tabac. Mais finalement, tu représentes quelle cuisine? Et moi, je m'étais dit, Nelly, t'es congolaise avant tout. Donc, il faut que je montre à ce monsieur-là un jour, le jour où j'ouvrirai mon restaurant, que tous les préjugés qu'il a autour des cuisines d'Afrique, c'est pas ça. Et c'est ça qui m'a motivée encore plus, au-delà de la passion. Hein. Une des choses qui m'a motivée, c'était ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à créer Ilikia. Mais, tu sais, pour se faire sa place dans l'entrepreneuriat, et quand il y a déjà des gens qui ont pignon sur rue, c'est pas évident. Donc, j'ai galéré. Je me suis dit, bon, je vais commencer par ma stratégie, c'est faire d'abord du traiteur événementiel, brasser du monde. Et une fois que le monde là me connaîtra, ou en tout cas connaîtra Ilikia, quand le restaurant s'ouvrira, naturellement, ils viendront. Et je t'ai entendu dire plus d'une fois que tu as une double identité. Yes. J'explique. Là, on va parler peut-être d'une dimension de l'identité en rapport avec la situation géographique. Tu es né au Congo, grandi en France. Donc, quand tu partais au Congo, on disait la française. Quand tu viens en France, on dit la congolaise. À un moment donné, c'est vraiment l'une des choses qui a contribué à la crise identitaire et autres. Et quand tu as décidé de lancer Ilikia, tu as dit, il faut que mes deux cultures se retrouvent dans ma façon de faire. Comment est-ce que tu arrives à métisser les deux identités dans ta cuisine? Et c'est quoi le résultat? Le fait de mélanger et la gastronomie française, la gastronomie congolaise, de le proposer. Partage-nous un peu cette expérience-là. Alors, c'est quoi? Au départ, tu sais, je pensais que ça aurait été quoi? Ça aurait été, par exemple, de faire un plat typiquement congolais, donc authentique, traditionnel de chez moi. Et maintenant, de ramener la touche Made in France, comment dans la façon de la présenter. Parce que tu sais, on n'est pas très fort en présentation. Quoique maintenant, on commence à s'améliorer, mais en dressage des assiettes, on n'est pas très... c'est pas encore notre dada, on va dire. Et au départ, je pensais que ça se limiterait à ça, juste faire mon plat authentique et puis venir finalement. Mais je me suis rendu compte que moi, j'aime un bon bouillon de chez nous, comme je peux aimer aussi une bonne choucroute. Je sais pas si la choucroute, tu vois ce que c'est, un plat alsacien. Ok. Choucroute garnie, mais comment je kiffe ça. Mais donc, du coup, je me suis dit, mais Nelly, tu peux pas... En fait, comme tu l'as dit, je vais au Congo, m'appelle la française, parce que la façon de parler. Pourtant, tu vois, ça se voit que je suis congolaise. Moi, je suis une vraie bantou, ça se voit. Mais là-bas, on me dit, je suis la française. Ici, on m'appelle même pas la congolaise africaine, parce que je suis noire. Et je me suis dit, mais attends, en fait, Nelly, pourquoi tu veux choisir que tu ferais une cuisine plus qu'une autre? En fait, tu es un peu des deux. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est de prendre soit des techniques culinaires qu'il y avait en France, ou il y a des produits qu'il y avait en France, ou bien des recettes françaises qu'il y avait, et de voir si je ne pouvais pas prendre des produits de chez nous et les coller un peu à la cuisine française. C'est de la revisite, en fait. Et pareil, prendre des plats... Donc, tu fais de la cuisine revisitée. De la cuisine fusion. La cuisine de fusion. Fusion. Ok. Et ça, je l'appelle afropéenne. C'est une contraction de Afrique et... c'est les termes que je ne connaissais pas. Afropéenne. Cuisine de fusion. Oui. Wow. Parlons toujours de gastronomie. Est-ce que la gastronomie congolaise, africaine et française, bon, comparativement, est-ce que nous avons une gastronomie extrêmement riche qu'on peut vraiment valoriser? J'ai fait mes classes parce que je suis autodidacte. Tu as étudié là? Ah oui, j'ai fait mon école. Je ne sais pas si tu connais le Ritz, le palace qui est à Place Vendôme, là. Non. Le Ritz. Je vais aller vérifier. Va voir. C'est un truc qui existe depuis des lustres. Donc, j'ai fait mon école de cuisine là-bas. D'ailleurs, j'y étais samedi dernier parce qu'ils m'ont contacté pour faire de la représentation là-bas. Ok. Dis-toi que j'étais la première black, noire pour d'autres, à rentrer dans cette école de cuisine. Parce que hyper élitiste. Pourquoi? Déjà à cause du coût de la formation. Locaux, combien? Si c'est pas loin de 30K. 30 000 euros? La formation? Oui. Ok. On n'est pas loin de 30 000 euros. Et j'y ai été,
Pourquoi? Parce que je voulais prendre le côté excellent qu'il y a dans la gastronomie française, parce qu'il faut le reconnaître. Ils sont excellents dans leur cuisine. Mais en même temps, je sais que nous aussi, non, on est très excellents. Et tu sais, j'ai découvert, en fait, tu sais, on qualifie souvent les cuisines d'Afrique comme grasses ou quoi que ce soit. J'ai été voir. La cuisine africaine n'est pas grasse. Et du coup, en fait, comme c'est pas dans la culture, tu sais, nous, en Afrique, hein, je sais pas, après, bon, ça peut-être, je vais peut-être attirer la foudre. Je vais réduire au Congo. On a des problèmes de finition, tu vois. Ok. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué. On fait bien les choses, mais quand on arrive à la À la finition, là, finition, c'est compliqué. c'est là où c'est La pareil. table remplie de foufou. Même parfois, les constructions que tu peux voir qu'on peut faire, les constructions sont belles, mais dans les finitions, tu verras toujours qu'il y a un petit câble qui dépasse. Voilà. Alors que le français est très fort en finition. C'est juste ça la différence. Donc, notre cuisine, en plus, surtout avec la consommation alimentaire de demain, on a tellement de produits alimentaires de la terre qui sont vraiment riches, qui demain pourront remplir tous les besoins que quelqu'un recherche pour être bien nutri au niveau corporellement parlant. Donc, moi, oui, la cuisine d'Afrique et du Congo, oui, elle peut être gastronomique. Il faut juste de vouloir travailler et puis se battre pour la faire valoriser. Tu sais, je connais un mec qui disait, on a le guide Michelin, mais on voit que des babtous, enfin leur cuisine des Français dedans, excuse-moi, je dis babtou, mais tu vois rarement les cuisines d'Afrique dans le guide Michelin, ou les étoilés. T'en vois rarement des chefs qui sont originaires d'Afrique, mais pourquoi on ne va pas faire notre guide Michelin à nous? Pourquoi on veut forcément s'intégrer dans le guide Michelin des Français? Créons notre propre guide Michelin. Afro pour les cuisines africaines. On connaît quelles sont nos forces, nos faiblesses dans la cuisine, comment on peut donc créer notre guide Michelin. C'est toujours ce truc-là identitaire, toujours faire comme. Après ça, c'est pas trop de notre faute, il y a le poids de l'esclavage aussi qui traîne encore un peu là. Tu veux toujours t'apparenter ou bien tu as toujours l'impression que c'est celui qui avait le dessus sur toi qui fait mieux. Non, cherche toi-même. Rentre en toi-même pour chercher à toi-même, créer ton monde dans lequel tu veux voir les choses briller. Mais les gens qui cherchent à rentrer dans le guide Michelin, est-ce que c'est pas, non pas peut-être par complexe, mais à cause du prestige Oui, ben c'est sûr, mais tu sais, non, il y a un début à tout. Hein. Il y a quelqu'un qui a pensé. Je pense que même au moment où la personne a pensé à créer ce guide Michelin, les gens ont dû le prendre pour un faux. Ben, nous aussi, il faut qu'il y en ait un qui lance le truc. Et quand le lance, oh, mais t'es malade, attends, il y a le guide Michelin, mais tu penses que vos cuisines d'Afrique peuvent égaler le guide Michelin? Bah, essayons, on ne sait pas. On verra. Comment la foi influence-t-elle ta façon de diriger ton entreprise? Toujours faire les choses avec amour, respect de la personne. Okay. Tu sais, j'ai quitté BNP. Excuse-moi, j'ai cité. Non, mais tu peux citer, ça pose pas de problème. J'ai quitté la boîte où je bossais. La BNP. La BNP, oui. Paribas. Oui. Donc j'ai quitté BNP. Alors j'ai appris beaucoup, beaucoup vraiment. Mais à un moment, je ne voyais pas de sens à ce que je faisais. Et quand je dis que je ne voyais pas de sens, moi, maintenant, aujourd'hui, je travaille de sorte que tout ce que je fais, il faut que je le ramène à l'humain. Et l'intérêt de l'humain dans tout ça, il est où? Et tu vois, dans toutes ces grosses boîtes-là, non, on n'est que des numéros matricules. Donc, du coup, moi, la manière dont je gère les choses avec les équipes, aujourd'hui, c'est OK, Nelly, effectivement, les personnes travaillent pour toi, mais avant de travailler pour toi, ce sont d'abord des humains. Donne-leur le respect qui doit leur revenir. Donne-leur l'intention, l'intérêt. Montre-leur qu'ils sont importants. D'ailleurs, ils le sont parce qu'aujourd'hui, Elikia, là, ce n'est pas une seule personne. Si Elikia qui veut dire paix. Ouais, espoir. Ah, espoir, voilà. Donc, du coup, si Elikia est là où on est aujourd'hui, c'est parce que c'est 25 personnes. Donc, moi, je suis dans un rapport très humain. Très humain et que chacun a apporté quelque chose pour faire monter la chose. On sent vraiment que tu as imbibé de beaucoup d'humanisme. Qu'est-ce que tu penses à une personne, potentiellement une femme spirituelle, qui hésite à être ambitieuse? Toi, aujourd'hui, tu dis, bon, je suis femme de pasteur, oui. Mais non, je suis femme de pasteur, mais je ne suis pas maman pasteur. Donc, il faut séparer. Je suis mère de mes 6 enfants, oui. Je suis ceci, oui. Mais je ne peux pas rester à la maison. Je suis une femme ambitieuse, entrepreneur. Est-ce que tu penses que les femmes doivent s'affirmer davantage? Être ambitieuse? Ambitieuse, je t'assure qu'il faut. Et pour toi, qui réussit à être ambitieuse? Parce que là, tu nous dis que tu es la première black, hommes et femmes mélangés à passer par ces grandes écoles qui forment dans l'art culinaire. On voit l'ambition dans ta façon de parler, dans la qualité des formations que tu suis. Qu'est-ce que tu as utilisé comme levier ou quels sont les leviers que tu as utilisés pour pouvoir vraiment être en phase avec tes ambitions? Parce que parfois, d'autres femmes ont peur d'être ambitieuses, déjà pour des questions de légitimité. Je vais faire quoi? Je vais proposer quoi? Et elles préfèrent continuer à se contenter de ce statut de femme 2, femme 2, femme 2. Et d'ailleurs, même lorsque les divorces tombent
où les séparations arrivent, beaucoup... Séparation encore, moi, je ne le souhaite pas. Mais lorsqu'il y a décès, il n'y a pas longtemps, j'ai vu la vidéo d'une dame dont le mari était colonel à la séparation. Elle s'est retrouvée avec une maison non tollée. Elle était obligée de demander de l'aide. Qu'est-ce que toi, tu utilises comme approche pour pouvoir t'affirmer, travailler, toutes ces choses-là? Tu sais, moi, je dis souvent à mon mari, j'aime mon mari parce que c'est quelqu'un qui, autant il me donne un cadre à lui aussi. Il me dit, Nelly, je te permets, enfin, je te permets. Parfois, ça se mot, Elle dit, je te perds. Il dit, tu vois, je te laisse parce que je sais que pour être épanoui, il faut que tu fasses ce pourquoi tu as appelé. Okay. Tu as été appelé. Elle est consciente de ton appel. Donc, lui, déjà, quelque part, les hommes doivent être conscients qu'au-delà d'être des épouses, moi, vous êtes tu sais, mon mari, je lui dis, hein, alors j'ai appris à lui dire, c'est pas parce que avant de pouvoir avoir ce discours vis-à-vis de lui en parler, il fallait d'abord que moi je le découvre moi-même. Okay. Une fois que j'ai été en phase moi-même avec moi-même, je lui ai dit, c'est de la pédagogie. Écoute, tu sais, moi, là où je suis ta femme, c'est vrai, je suis la mère de tes enfants, c'est vrai. C'est vrai, mais je suis avant tout Nelly. Je suis avant tout Nelly. Et laisse Nelly s'épanouir et tu verras que tout le reste, tu seras waouh. Tu seras ravi d'avoir une femme qui sera tellement épanouie dans son foyer que toi, tu seras ravi d'avoir une femme qui te soutient même dans ton ministère, dans tout ce que tu es en train de faire. Moi, mon mari, je suis sa première supportrice. Hein. Quand il se lance dans le ministère, j'ai un projet. Non, mais pourquoi les hommes ont peur d'avoir des femmes ambitieuses? Est-ce que là aussi, on retrouve une forme de crise identitaire auprès des hommes? Ils ont du mal avec... J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Mais vas-y. J'allais dire wesh. J'allais dire wesh. Ils ont du mal avec. Bah oui. Là, ton mari n'aime pas quand tu dis wesh. Bah non, lui aussi, il le dit. Quand nos enfants ont un peu influencé les parents, on le dit tous les deux. Non, mais oui. Pourquoi? Tu sais, moi, mon mari, à un moment, j'avais l'impression qu'il était jaloux de moi. Attends. Répète un peu. À un moment, j'avais l'impression qu'il était jaloux de moi. Mais il a appris à... Non, mais en fait, c'était pas ça. C'est parce que, tu vois, quand il n'y a pas de dialogue aussi, de communication, quand les choses ne sont pas vraiment posées sur la table, tu vas toujours avoir des idées. Parce que j'avais l'impression que parfois, il était content, mais parfois, tu vois, il y avait comme de la rétention. Je ne comprends pas. À un moment, tu vas laisser du lest, et puis à un moment, tu vas retirer la corde. C'est quoi, en fait? Donc, moi, je pense que les hommes ont peur de l'ambition que peut avoir une femme. Le fait d'avoir une femme trop ambitieuse, alors... parce que c'est mal compris, hein, l'ambition d'une femme. Parce qu'il y en a certains qui vont prendre ça comme si elle veut m'égaler. C'est quoi l'ambition d'une femme? Moi, l'ambition d'une femme, en tout cas pour moi, c'est juste de faire ce que j'ai à faire. Ok. Moi, et on n'a pas à avoir peur de... Mais non, bien au contraire, mais tu as une femme à la maison, mais qui waouh. Mais peut-être c'est peut-être dans l'approche aussi que ça manque. Là, tu dis, tu avais l'impression qu'il était pour, qu'il était contre. Et tu as noté un élément, il manquait de communication. Donc, je pense qu'à un moment donné... Oui, il faut percer l'abcès, là. Il faut donc, vous avez échangé autour. Et puis, aujourd'hui, il est en phase avec. Non, il est en phase à ça. Je suis sa supportrice, il est mon supporter. Ok. Ouais. On se supporte tous les deux. Ok. Pas dans le sens qu'on pense, hein. C'est du deuxième. Mais moi, j'ai pas compris quel sens. Mais tu sais très bien, un supporter comme... Tu vois, lui, il supporte l'OM, Paris, moi, je supporte l'OM, tu vois. On se supporte. Ok. Ouais, donc, on est fans de tous l'un de l'autre. Ça, c'est bien ça. Ah oui, non, il faut. Parce que sinon... J'imagine un peu, on a l'impression qu'on est en compétition. Il y a beaucoup de foyers où les monsieur et madame sont compètes, hein, je t'assure. Alors que lorsque tu sais que non, en fait, chacun dans son couloir. Toi, je sais que je te vois. Moi, mon mari, mais il est bourré de potentiel. Mais quand je te dis bourré, parfois même, lui, il ne le sait pas, mais moi, je sais. Et je lui dis, mais mon gars, vas-y à fond. Et il est bourré, donc moi, je suis derrière lui, je l'impulse. Vas-y, tu peux. Sans toutefois tuer aussi l'ambitieuse Nelly. Oui, et en même temps, je dis, moi aussi, tu vois, il faut que tu me... On a toujours besoin de quelqu'un pour nous. Et quand c'est ton partenaire, c'est encore mieux. Vraiment, c'est une véritable relation de complémentarité que tu nous présentes. Oui, c'est important. Mon mari et moi, on a 2 caractères différents, mais on se complète. Tu sais, souvent, on dit la femme de l'ombre. Bon, mon mari, c'est l'homme de l'ombre. Il a horreur d'être visible. Tu sais, lui, il me dit, non, toi, tu vas au front, si tu veux, tu te montres, mais moi, je gère tout dans le backup. Moi, je suis en backup derrière. J'assure les arrières. Il dit, moi, je suis l'homme de l'ombre. Wow. C'est rare d'entendre ça. Souvent, on dit la femme de l'ombre, mais lui, il dit l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Mais ça ne fait pas de lui un... Non, ça fait de lui un homme, un frère. Hein. Tu dis voir le potentiel de ton mari, son fort potentiel. Comment les femmes arrivent à voir le potentiel chez l'homme? Bon, cas pratique, moi, je suis jeune en face de toi, ton petit frère, il faut le préciser. Même si tu as un visage très jeune, c'est ma grande sœur. Comment est-ce que vous arrivez à déceler de l'ambition chez l'homme, qu'il a un fort potentiel? Parfois, nous, on s'ignore. Mais il faut passer du temps avec la personne, déjà, d'une. Okay. Tu sais, moi, mon mari, on s'est rencontrés, j'avais 18 ans. Et lui, il avait quel âge? Il avait 25. Ah, on dit aussi l'âge de l'homme. Oh, bah, on n'a pas le problème avec. Mais nous, on est décomplexés avec ça. Ça, c'est les codes qu'on a eus, tu vois. Ok.
Et du coup, quand on s'est rencontrés, au bout d'un mois, je savais que ça allait être mon mari. Au bout d'un? Un mois. Est-ce qu'il t'avait déjà dragué? Mon mari m'a pas dragué. Ah, C'était à quelqu'un là. Tu sais, moi là-bas. Je sens à la technique là-bas, les gens sont concentrés. Il m'a pas dragué. Il a juste été lui. Tu vois, il a juste été lui. Il y a beaucoup de garçons, de dragueurs qui viennent. Et quand ils viennent, ils te sortent tout ce que tu as envie d'entendre. Mon mari, il s'est juste présenté tel qu'il était. Alors peut-être qu'il n'était pas à l'époque. Attends, juste qu'aujourd'hui, tu n'as jamais dragué, mais c'est ton mari. Oui, c'est mon mari. Parce qu'il a. En fait, moi, ce que j'ai aimé mon mari, tu sais, c'est quoi? C'est pas tout l'apparat qu'il y avait, c'est tout ce qui était à l'intérieur. J'ai aimé l'être qu'il était à l'intérieur. Et lui, est-ce qu'il savait qu'au bout d'un mois, toi, tu savais? Non, il ne savait pas. Il savait pas. Moi, je le savais, mais je ne lui ai jamais dit. Si bien que même on s'est séparés. Les femmes, vous êtes dangereuses. Si bien qu'on s'est même séparés à un moment, tu sais, parce que mes parents ne voulaient pas. Tu sais, les papas congolais, là, les parents congolais, ils sont terribles. Il faut faire gaffe. Parfois, il peut te faire rater le mariage. Si j'avais écouté mes parents, peut-être que je ne serais pas là avec mon mari aujourd'hui. Parce que, non, lui, c'est qui eux au Congo? Parce que mon père, tu vois, il a quand même un certain niveau politique. C'est qui eux au Congo? Mais papa, moi, je m'en fiche. C'est juste l'homme que j'aime, en fait. Non. Jusqu'au point où il a dit, écoute, Nelly, tes parents ne voudront jamais de moi. Tu vois, ça, c'est la première fois que je la raconte en plein public comme ça. On se sépare. On s'est séparés. Pourtant, moi, j'avais des gens qui couraient à cette époque. Ça t'avait fait mal? En fait, c'est comme si j'avais senti que ce que mes parents me disent, ça confirmait ce que mes parents étaient en train de me dire sur lui. Mais comme tu as dit, comme ça. Là. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, moi, tu vois, il y a quand même cet orgueil de jeune fille. Attends, il croit quoi? Lui, a perdu, 10 de retrouver. Mais j'arrivais pas. J'ai pas réussi. Pourtant, il y avait des gens qui tournaient autour. J'en avais rien à faire. Moi, c'était lui. Donc, on continue à se capter, se prendre des nouvelles des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Jusqu'à un moment, j'ai dit que ça a duré 6 mois. J'ai dit, écoute, monsieur. J'en peux plus. Je te dis une chose. Hein. Tu vois, dans la vie, là, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je sais ce que je veux. Je te veux. Maintenant, bon, j'ai pas été aussi cru, mais je l'ai fait comprendre. Soit on se remet ensemble, et puis là, on va jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou soit tu me dis, hé, ma petite, arrête tes conneries, là. Next, va là-bas. Et j'ai dit, mais je te laisse tout le temps de réfléchir. Tu vois, j'ai mis 6 mois à t'envoyer des signaux, mais t'as pas capté, on dirait. Mais là, alors, pendant les 6 mois de la séparation? Mais j'essaie de lui envoyer des signaux, mais il captait pas. Ok. Donc, tu vois, j'essaie de le rendre jaloux en disant, non, tu vois, et tout. Mais il n'avait rien à faire. Rien à faire. Mais pourquoi? Parce que je connaissais sa valeur. Et c'est pour ça que j'ai dit, une femme, il faut, pour savoir, comme la question que tu m'as posée, il faut côtoyer la personne, il faut l'écouter. Tu sais, on s'arrête souvent sur ce qui frappe aux yeux. Mais il fallait au-delà de ce que l'œil te présente, il faut percer. Hein, ce qu'il y a derrière la rétine, là, il faut rentrer dedans. C'est là que tu découvriras la personne. Et quand tu découvres qu'elle est belle, tu ne regarderas même pas comment il est aujourd'hui. Ah, peut-être qu'il ne sait pas s'habiller ou pas. Toi-même, tu vas l'arranger avec le temps. Ça, c'est l'arranger. Waouh, c'est magnifique. Et comment, aujourd'hui, bon, je n'ai pas encore vu beaucoup de traiteurs aussi, avec un service aussi qualitatif qu'Elika Service. Comment ça se passe? La gestion, les relations, la conquête du marché, parce que tu as dit que quand tu es arrivé, le marché était très saturé, il fallait un meilleur positionnement. Je pense que ta réponse pourra édifier plus d'un. En fait, tu vois, moi, l'erreur que j'ai faite au départ, c'est de regarder ce qui se passait autour, vraiment. Après, c'est normal, tu analyses le marché, donc tu dois être au fait du marché. Sauf que j'ai été un peu trop au fait du marché au point d'oublier quelle était ma signature. Et à un moment, je pense que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on sait qu'on a une valeur ajoutée. On sait qu'on peut apporter quelque chose qui n'est pas encore sur le marché. Et même si ça l'était, mais avec ta propre signature. Et donc, je me dis, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne te dis pas qu'il y a 15 personnes qui font la même chose. Oui, c'est vrai, elles le font, mais pas comme toi. Et il faut jouer sur... Tu sais, aujourd'hui... Même si le marché est saturé. Même si le marché est saturé, je t'assure, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait quand les mêmes choses de la même manière. Non. Tu sais, on parle souvent de storytelling. Tu peux raconter une histoire. On peut tous raconter, dans la pièce, on est 15. On pourra tous raconter la même histoire. Mais le ton que tu vas prendre, l'émotion que tu vas mettre, hein, les pauses que tu vas mettre, tout ça là, va faire que c'est toi qui fera vibrer l'histoire. Donc, pour moi, je me dis oui, le marché, on peut être saturé, mais pas pour moi. Non, moi, Nelly, je ne suis pas tout le monde. Et ce n'est pas de la prétention. Hein. Okay. Je connais ma valeur. Tu sais t'affirmer même dans un monde saturé. Maintenant, oui. L'autre question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont au fait les grandes difficultés que tu observes chez les femmes lorsqu'il s'agit de s'affirmer? Lorsque les femmes... Est-ce qu'elles le font mal? Est-ce qu'elles le font bien? Déjà, tu sais, moi, le mouvement féministe, là, il m'énerve. Moi, je ne suis pas féministe. Hein. Je te dis. Pourquoi les mouvements féministes t'énervent? Mais pourquoi on a besoin de pouvoir créer des mouvements juste pour montrer que moi aussi, j'existe?
Mais en fait, on sait que tu sais comment parfois. Bon, je ne vais pas le dire là. Non, ça ce sera en privé. Entre toi et moi, il y a des choses, il faut être sage. C'est comme un homme qui te dit je suis l'homme de la maison. Mais en fait, je sais que c'est toi l'homme de la maison. Pourquoi tu me le dis? Tu Voilà. n'as pas besoin de me le dire. Bah, t'es femme. On sait que t'es femme. Mais toi, tu as vraiment besoin de pouvoir prendre des pancartes, descendre dans la rue bien pour créer des mouvements. Non. En fait, tu es une femme. Et faut pas Comment s'affirmer pour éviter, par exemple, de rejoindre ces mouvements féministes et autres? Tu sais, il n'y a rien de mieux que l'authenticité. Tu sais ce qui marche sur les réseaux aujourd'hui? Le fake, les gens, ils en ont marre du fake. Ce qui marche aujourd'hui, les gens s'intéressent plus à une personne qui se montre telle qu'elle est. Tu vois? Avec ses vulnérabilités. Avec ses vulnérabilités, avec ses faiblesses, ses manquements. Tu vois? Avec le moment, oh punaise, mince. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai dit wesh, je n'osais pas. Non, mais en fait, parce que je le dis dans la vraie vie. En fait, tu tu te retenais. Non, mais après, non, il faut que ça sorte parce que je le dis. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Montre-toi, donc tu as de l'ambition, mais c'est pas grave d'être une femme qui a de l'ambition. Moi, mon mari, il est fier de moi. Ah, je t'assure, moi, s'il y en a un qui est fier de moi, il est tellement fier de moi que s'il y en a un qui tourne trop autour de moi, il est capable de... Il est pasteur, mais il va te mettre un bon coup de poing dans la figure. Hein. C'est le côté humain. Le côté humain Ça qui reste. rattrape. Ouais. Non, il faut se montrer tel qu'on est. T'es femme, oui, mais tu peux avoir de l'ambition. Être femme ne veut pas dire que tu peux pas avoir d'ambition. Tu ne peux pas gagner plus que ton mari. Tu peux gagner plus que ton mari, même si tu es une femme. Tu peux gagner plus. Hein. Oui, bien sûr. Toi, tu n'as pas de problème à gagner plus que... Non, pas forcément à gagner plus que ton mari. Mais tu n'as pas de problème à ce que la femme gagne plus que l'homme. Tu es sûr que ça ne crée pas une forme de complexe de supériorité chez la femme et que tu es pourquoi sûr... pas d'infériorité chez l'homme? Non, j'arrive. Et que ça ne va pas créer de l'autre côté aussi une forme de complexe d'infériorité. Non, en tout cas, moi, là, si je gagne plus, ben, tant mieux. C'est ma grâce. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu seras en paix et tu seras toujours cette femme soumise selon la Bible. Bien sûr, il faut faire la part des choses. Hein. Tu sais, j'ai appris à faire... Un jour, mon mari m'a dit, écoute, ma go, là, ici, là, c'est pas Elikia. Donc, quand tu fais ta responsable, c'est dehors à la maison, là, c'est moi qui suis le boss. J'ai l'impression que... Pour faire comprendre quoi. Il fait bien de me le dire, parce que, tu sais, parfois, il y a des amalgames qui peuvent rentrer. Non, je connais ma place. Gagner plus... Même si je gagne plus, ça reste l'argent du foyer. Ok. Ah, ok. Hein? C'est l'autre question aussi qui... L'argent du foyer. L'argent du foyer. Tu dis l'argent du foyer. Tu sens déjà la question? Oui, je sens. Bon, donne-nous seulement la réponse. 50-50, là. Non, moi, je suis pas dans... Tu pensais à ça, là? C'est ça que tu penses? Parce que nous, on réfléchit. Tu pensais à quoi comme question? Non, je pensais, quand tu disais l'argent du foyer, est-ce que c'est compte séparé ou quoi que ce soit? Ou, on va peut-être y arriver. Non, moi, l'argent du foyer, c'est du 50-50, là? C'est quoi le 50-50? On se pose même pas la question. Donc, le mari ramène son argent, tu ramènes ton argent. Et puis, non, écoute, moi, je gère ça. Il n'y a pas de 50-50. Compte séparé, pas de compte séparé? Compte séparé. Je te dis? Moi et mon mari, on a un compte séparé. Ok, mais à quel moment? Le seul compte joint qu'on a, c'est pour... les enfants? Pas pour les enfants, ils ont leur compte à eux, c'est pour notre maison. Pour le crédit de la maison. Ok. Maintenant, à quel moment, puisque vous mélangez l'argent, à quel moment l'argent va dans les comptes? Dans nos projets. Tu vois, on a des projets, donc... Donc, vous mélangez et puis, bon, tu as 10%. Tu récupères là, tout ça. Moi, j'avais parlé en lingala. Tu vois, on vient, et puis voilà. Mais il a de la vie, même si les comptes sont séparés, mais on sait exactement... Tu sais, mon mari, j'avais mon salaire, il connaissait exactement tout ce que je touchais tous les mois. Hein. Je ne lui cachais pas. De ce côté-là, on est très à l'aise. Pour toi, une femme qui cache son salaire à un homme, c'est dangereux. Un homme qui... Non, je ne dis pas que c'est dangereux, c'est mieux de le savoir. Après, chacun a son fonctionnement. Un homme qui cache son salaire à sa femme, c'est extrêmement dangereux. Non, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Tant qu'on arrive à faire avancer les choses... Je ne suis pas du genre à regarder, non, moi j'ai besoin de savoir au centime. Non, je ne suis pas comme ça. Et j'ai un modèle avec mes parents, ils n'étaient pas comme ça. Okay. Je crois que c'est pour ça aussi, parce que mes parents aussi fonctionnaient un peu comme ça. Ils t'ont positivement influencé? Oui, et ça se passait très bien. Ok. Donc pour toi, les femmes non, doivent s'affirmer. Il faut s'affirmer. Au-delà des mouvements. Exactement. Et ceux qui sont dans les mouvements, bon, je respecte. Hein. Pour toi, c'est des fakes? Non. Il ne faut pas me chercher dehors. On va boycotter. Est-ce que ces mouvements ont lieu d'être? Comment? Ces mouvements ont lieu d'être? Peut-être. Il y en a, tu sais, pour exister, elles ont besoin d'avoir ce genre de mouvement. Donc peut-être que oui. Ces mouvements peuvent exister, oui. mais les missions doivent être différentes peut-être. Bien ou pas forcément, tu vois, clamer en mode revanchard, en mode revendication. On n'est pas dans la revendication. Tu sais, les revendications, généralement, ça n'apporte pas... Grand chose.
Sois juste Je vois toi, ça en avec les fait. syndicats, là où il m'arrive de me débrouiller. Sois juste toi. Moi, je me dis déjà, si tu arrives déjà à être toi dans le monde dans lequel on est, c'est déjà beaucoup. Mm. Et que les gens te reconnaissent comme tu es, c'est beaucoup. Tu organises aussi les conférences pour booster la femme, Oui. que ce soit en ligne et en présentiel. Quel message cherches-tu à transmettre? De la prise de conscience, de Prise de l'identité? conscience, te dire que, tu sais, moi, on m'a souvent dit, la question qu'on me pose souvent, comment tu fais? Comment tu fais? Tu as 6 enfants. Tu es la femme d'un pasteur. En fait, c'est à un moment quand tu te poses trop de questions là, tu feras rien. Tu verras que, soi-disant, des murs qui sont devant toi Mm. pour se dresser, pour t'empêcher. Il y a un moment, il faut se lever, tu secoues, comme mon mari il aime dire, tu secoues la poussière et tu y vas. Et c'est ce que je veux dire aux femmes. Ne vois pas le fait d'avoir un enfant être une limite. J'en ai 6. Et tu gères. 6. Bon, après, j'ai les 3 premiers que j'ai eu très jeunes, et puis les 3 après. Mais j'en ai 6. Ouais, mais être épouse, non, il faut juste être dans un langage Donc, qui tu est as 6 franc. enfants, tu es femme de Oui, pasteur, tu es non, entrepreneur. il n'y a pas d'excuses en fait. Les excuses sont faites pour s'en servir. Il y a un moment, là, il faut arrêter. Ok. Tant que tu le fais pas. Et puis, et c'est pour ça que je veux. Alors, je dis pas que c'est moi qui aurais, tu vois, toute la légitimité, ou en tout cas la seule personne qui pourrait le faire. Mais je veux qu'on entende dire que, si c'est possible. Tu Tu vois, peux y c'est arriver. ça la vraie sororité. C'est pas dire, ah non, on est. Non, non, vas-y, trouve ta voie. Je sens dans mon cœur que tu as envie de te lâcher sur ces affaires de sororité, les femmes féministes. Mais bon, Alors, tu sais, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui parce que c'est à la mode. tu tiens à Mais, ta vie. je tiens. Tu sais, la sagesse voudrait aussi qu'il faut savoir quoi dire à quel moment aussi. Parlons de sagesse. Quelle est selon toi la différence entre une femme forte, ambitieuse que tu es et la femme sage? Ta question. Alors moi, la femme forte, ambitieuse, tu sais que moi, je m'appelle... je vais te poser la question. À ton avis, moi, je me qualifie comme quel animal? La lionne, hein? Ah, merci. Mais ça se fait voir. Tu as une posture très, Mais très... pourtant, les gens me qualifient souvent de douce. Tu sais, mon mari, tu sais ce que parfois il sort, il me dit, t'es une arnaque, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Mais tout le monde dit que elle est calme, elle est douce. Mais en fait, la femme, c'est... t'es calme et douce. Même étant que grande sœur, ça se fait voir. Les fois où on se voit, ah mais tiens, petit frère, comment ça va? Il y a toujours le sourire. Ah mais allons manger. On sent, mais quand on discute avec toi sur les vrais sujets, on sent que tu es continuellement dans une posture d'attaque. Et ça, c'est des aigles et des lions qui font ça. Merci, j'ai parlé d'aigle ce matin avec les femmes de mon église. Tu as parlé d'aigle. Ok. Ne soyez pas des pigeons, s'il vous plaît. Les pigeons, tu vois, quand ils évoluent là, ils se cognent tous pour grappiller un morceau de pain. Mais l'aigle, il va se cogner avec qui? Il y a l'envergure de ses ailes là. Tu t'imagines un peu? Et pourquoi tu m'as posé cette question? Parce que tu voulais dire quelque chose. Parce que tu m'as posé la question, donc femme forte et femme sage. Donc Différence. moi, femme forte, avant je pensais pas que je l'étais, mais avec le temps, je sais que je suis une femme forte. Mais la femme forte, c'est celle effectivement qui a de l'ambition, qui ose, qui... Moi, je dis souvent, hein, si Dieu me dit... Le seul qui pourrait me dire, et mon mari aussi après, dans certaines conditions, qui pourrait me dire, non, arrête, c'est Dieu. Si Dieu me dit que non, là, tu vas pas, j'y vais pas. Mais s'il y a rien de... J'y vais, je rentre. Si Dieu ne te dit pas, c'est bon. Si ton mari aussi ne te dit pas, c'est bon. Oui, Et encore, il a compris comment je fonctionne. Donc, parfois, il me dit, ah, celle-là, il vaut mieux la laisser d'abord. Et puis après, s'il croit aussi, hein, que c'est bon. Maintenant, forte parce que je me dis, Nelly, je peux être faible aujourd'hui, mais j'aurai toujours la capacité à rebondir. Tu vois, donc femme forte. Maintenant, la différence avec la femme sage, elle sait se positionner en fonction de son environnement, tu vois. Elle sait quelle posture adopter. C'est ça la sagesse, c'est te dire que quand tu es dans un environnement, il y en a qui parlent beaucoup partout. Il y a des endroits où il ne faut pas beaucoup parler. Et ça, c'est pas la femme forte qui arrive à faire la différence. Bon, mais à Deep Conversation, il faut beaucoup parler. Oui, ça, oui, là, tu me permets. Tu vois, tu me l'as déjà dit, donc c'est pour ça que je suis un peu dans la posture et je me permets de... Voilà. Mais la femme sage, c'est celle qui sait quelle casquette porter et à quel moment. La casquette B. Yes. Là, c'est Madame Biola. Biola, le nom de ton mon mari. Ok. Lui aussi, il a la sienne. Ah bon, hein? Ah ouais. Tu es très fière. Alors, il y a une autre question. Voilà. 6 enfants, femme entrepreneur, femme ambitieuse, femme forte, femme lionne, tout ce qu'on veut, épouse de pasteur. Quelles sont, par exemple, tes routines ou les disciplines quotidiennes qui te permettent vraiment de rester centré, de pouvoir... je te vois très énergétique. Tu n'es pas fatigué, épuisé, mais pourtant, au vu de toutes ces responsabilités, tâches et autres, tu es censé être épuisé. Oui, non, mais tu sais,
Comme je te le disais au début, il y a la partie émergée de l'iceberg et la partie qu'on ne voit pas. Et dans la partie qu'on ne voit pas, tu sais, parfois je peux... Cette année, ça a été très difficile pour moi parce que au niveau de la santé, j'ai eu beaucoup de coups qui auraient pu être fatals. Vraiment. On a encore besoin de toi. Ouais, je t'assure qu'au mois de mars, si ce n'était pas la main de ce Dieu-là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais, il fallait que tu passes à Deep Conversation. Oui, Dieu n'a pas permis. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ma routine, en fait, moi, j'aime pas les routines parce que je m'ennuie après. Okay. Donc, ma seule routine, si je peux me permettre, c'est mes prières que j'ai avec les femmes le matin à 6h. Okay. Ça me galvanise, tu vois, pour ma journée. Mais je suis pas la nana qui a des routines. Je t'assure que moi, je fais rien comme les autres. Mais malgré ça, tu arrives à rester concentré? Oui, il faut. Si t'es pas concentré, on te distrait. Okay. Ah non. J'essaie, en tout cas, j'essaie autant que faire se peut de l'être. Mais toi, tu n'es pas vraiment dans l'approche, il faut avoir des routines et autres. Vraiment, c'est pas l'invité que tu as aujourd'hui, c'est pas cette personne-là. Ça t'ennuie? Non, parce que tu sais, mon mari, souvent, il me dit... excuse-moi, j'en parle de lui souvent parce que je les connais à 18 ans, j'en ai 44, donc tu comprendras qu'il me connaît même mieux que mon père, je crois. Hein? Parce que j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec moi et mon père. Donc, il me dit, tu me fatigues parce que dans ta tête, ça fuse de partout. À quel moment tu te canalises? T'es toujours... Et moi, tu vois, quand il y a trop de... Quand c'est trop linéaire, comme ça, je m'ennuie, donc je peux pas. Alors, il faut avoir de la routine, c'est pour avoir des repères. Et moi, mon repère, mon seul repère, c'est d'être assuré que je commence ma journée avec mon Dieu. Tu vois, ça, c'est primordial pour moi. C'est vraiment important. Même quand je suis trop fatiguée, il faut. Mais après, là, alors je suis pas en roue libre, hein. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'aime me laisser guider par le mouvement, pas du vent, mais de... Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un moment d'épuisement? Oui. Cette année, je te dis, je me suis écroulée. Les pompiers sont venus me chercher, j'ai perdu connaissance pendant 5 minutes, on pensait que j'étais partie. Oh, on allait pleurer. Ouais, et on croyait que je faisais un AVC. Wow. Oui, c'est pour ça que je te dis, oui, j'ai connu ça au mois de mars cette année. Et quelle est ta vision pour les femmes d'aujourd'hui? C'est que leur voix, elle compte. Elles doivent l'affirmer. Oui. Tu sais, la femme a le pouvoir de donner la vie, hein. Il ne faut pas blaguer avec ces femmes-là. Ces personnes, il ne faut pas blaguer avec elles. Ce n'est pas l'homme qui donne l'homme dépose la semence, mais c'est la femme qui donne la vie. Mais sans notre semence aussi... Non, mais oui, mais après, non, mais ça viendra toujours, oui. Mais des autres déposés, donner la vie, là, le travail n'est pas le même, mon cher. Mais toutefois, aussi dans l'éducation, vous avez besoin d'une autorité masculine. Qui c'est qui fait l'éducation d'un enfant? Même si on sait que c'est vous, mais la présence Non, du père... Il donne le cadre. La présence du père est très importante. Oui, c'est important. La voix, surtout la voix, là. Oui. Tu vois la voix que j'ai là? Une très belle voix. Mais quand même, tu vois, on a dit que Timothée, là, sa Aujourd'hui, mère... on rit moins. Timothée avait fait quoi? Là, on parle de Loïs et sa mère, Eunice. Tu comprends ou pas? À chaque fois qu'on parle, on parle des mamans. Je comprends. Donc oui, la voix de la femme porte. Ok. Et que veux-tu changer dans la manière dont on perçoit les rôles des femmes dans l'Église? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, parfois les occasions de chute de beaucoup d'hommes de Dieu, c'est leurs épouses et autres. Je ne m'attendais pas à cette question. Tu voulais le spontané? Oui, non, mais t'as bien fait. Je peux réfléchir aussi? Oui, vas-y. Hein. Excuse-moi, je touche parce que du coup, ta question, je ne m'attendais pas. Oui. Ok. Reformule encore, s'il te plaît. Ok. Que veux-tu que veux-tu voir changer dans la manière dont on perçoit les rôles des femmes de l'Église? Je pense qu'il y a une posture où les femmes... Parce que pour moi, le comportement incite une forme de perception. Moi, je veux qu'on arrête de faire les femmes dans les églises seulement comme la séduction, tu vois, qu'elles viennent toujours là que pour séduire. Donc, on change cette façon de voir. Oui. Mais peut-être la faute vient de la façon dont... Moi, aujourd'hui, j'aime bien ta façon différente de présenter les choses. Tu dis, c'est pas parce que je suis la femme d'un pasteur que je suis maman pasteur, que je suis appelée au ministère. Non, je connais ma place dans l'Église. D'ailleurs, moi, j'étais choqué. Au lieu de te voir sur une chaise, je t'ai vu à la chorale, en train de chanter, de danser. Mais moi, tu sais, à l'église, je m'assois au fond derrière. J'étais choqué. Hein. C'est vrai? Oui. Mais à l'église, je m'assois au fond derrière. Et déjà, même dans mon église... Non, mais c'est ton éducation et ton approche. C'est pas une façon absolue de dire que toutes les femmes de pasteurs doivent... Non, mais je sais que ça... Non, mais c'est pas ta place. Mais pourquoi c'est pas ma place? D'abord, c'est écrit où? La femme de... On t'a déjà dit ça à l'église? Oui, bien sûr. On m'a dit que tu dois être à côté du pasteur. C'est écrit où? Ici, je suis pas... La femme de Pierre, elle était assise à côté de lui. On connaît même pas son prénom. Moi, Dieu a permis, on connaît mon prénom. Mais elle, on connaît même pas son prénom. Laissez-nous... Hein?
Tu vois, les gens qui sont plus efficaces, là, c'est ceux qui sont dans la partie invisible. Non. Et c'est pour ça que je me dis, bon, la femme, oui, effectivement, il y a une perception et tout. Et je trouve, tu vois, qu'on... Tiens, je sais comment je vais répondre à ta question. Tu sais, là, Vas-y, la réponds. perception qu'on a de la femme dans l'église. Je vais prendre sur le point du mariage. Je sais pas pourquoi on a toujours tendance à dire non, il faut que la femme, on la prépare après, qu'elle soit préparée à cuisiner, à tenir un foyer. On passe plus de temps à préparer une jeune fille à devenir épouse qu'un jeune garçon. Alors que et c'est ça qui crée des décalages dans les foyers. Hein. Parce que les femmes sont mieux préparées pour Même... le mariage que nous, les hommes. Oui, mais non, mais même c'est même pas mieux préparé, c'est que limite c'est une pression qu'on leur met. Moi, je ne vais pas aller dans les églises, je ne sais pas, moi, si tu en as fréquenté beaucoup, mais tu verras que les jeunes hommes, on ne prend pas pour dire non, viens, on va te montrer comment on s'occupe d'une femme pour lui acheter son truc ou bien faire ceci. Non, on ne vous fait pas ça. Mais par contre, tu vois, tu te rends compte que même le pasteur, les mamans, les aînés et tout, là, elles vont mettre toute l'énergie, toutes les forces ensemble pour. Et je me dis, ok, c'est bien de préparer une femme à savoir cuisiner. Tu vois, je vais te dire une chose, ça va peut-être être le scoop de Elika. Ma mère, c'était une très bonne cuisinière, ce qu'elle n'est plus de ce monde. Très, très bonne cuisinière. Elle a été réputée pour ça. Mais en même temps, nous, ces filles-là, qui étaient dans la même maison qu'elle, on la voyait faire, mais qui avait tenu une casserole dans sa maison? Mais nous, on n'a pas tenu de casserole. Moi, j'ai commencé à préparer vraiment... Alors si, je faisais des petites pâtes et tout, la vraie nourriture, là, dans mon foyer. Parce que j'avais un mari qui a eu des mamans qui ont préparé chez notre président. Elles étaient vraiment des bonnes... Donc, le président les appelait parce que c'était des très bonnes cuisinières. Donc, j'avais la pression. Mais heureusement pour moi, parce que je suis curieuse quand même, j'aimais bien... Je cuisinais pas chez mes parents, mais je regardais comment ma mère faisait. Pour dire quoi que le mariage, tu vois, on met souvent la pression. Il faut que tu saches faire le lit, tu vois, bien plié dans les 4 coins. Il faut que tu fasses ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait le mariage? Point d'interrogation. Non. Qu'est-ce qui fait le mariage? Toi qui es marié. J'ai découvert, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait le mariage alors? Ce qui fait le mariage, non, c'est d'abord les individus, tu vois. Vous allez arriver chacun avec des éducations différentes. Tu vas arriver avec un environnement différent dans lequel tu as évolué. Tu vas arriver avec ta perception des choses. Toi, tu penses que c'est ma nourriture là qui va le calmer? Mais même pas. Il aurait peut-être encore envie de me viser ça dans la figure. Donc, pour dire que ça s'apprend. Mais déjà, il faut dire que je viens dans le mariage et je vais découvrir quelqu'un qui n'a pas la même éducation que moi, ni le même environnement. Donc, que je travaille sur ça d'abord, à gérer ce genre de choses avant de chercher à savoir si je dois bien faire le lit. Il y a des femmes qui sont rentrées dans le foyer, elles ne savaient pas faire de lit, mais de très bonnes épouses. Il y en a d'autres, elles ont été formées à préparer, se lever, avant le mari de dormir, après lui, et tout. Divorce. Alors, tu dis qu'il faut qu'on forme les hommes à être des meilleurs époux. Comment on est censé former les hommes? En tout cas... Surtout moi, je suis encore célibataire. Hein. Oui, mais j'ai compris comprendre que tu t'as rectifié un peu tout à l'heure. Non, je retire. Donc, je pense non, c'est pour éviter parce que les gens vont suivre... Non, beaucoup de gens vont suivre les vidéos. Je vais me transformer en journaliste maintenant. Beaucoup de gens vont suivre les vidéos. J'aimerais pas qu'on dise que je suis pas intéressé par le mariage. Moi, je pense que peut-être 2 ans, c'est trop. Je vais pas tarder à me stabiliser parce que je vais pas dire que j'ai un grand appel, mais je suis ambitieux dans la vie. Et j'ai besoin d'avoir cette stabilité relationnelle pour pouvoir mieux avancer. Donc, du coup, je sais par la grâce de Dieu. Bon, moi, selon mes calculs, 2 ans, 3... Vraiment, minimum, c'est 3 ans. Je vais pas atteindre mes 35 ans célibataire, non. Déjà, j'avais dit à ma mère que je devais me marier à mes 30 ans. Je n'ai pas tenu cette promesse. Donc, du coup, on va essayer de ne pas trop tarder. Oui. Donc, comment est-ce qu'on forme un homme à être un bon époux? Peut-être que ce conseil-là aussi va me servir. Conscientiser déjà, tu sais. Un homme, généralement, ce qu'on lui demande d'être, c'est être responsable. Tu vois, ce qui intéresse une femme chez un homme, c'est qu'elle se sente en sécurité. Et quand je dis sécurité, je ne parle pas que de sécurité financière. C'est qu'elle est en face quelqu'un qui la rassure. Et c'est pour ça que j'aimais mon mari, parce qu'il m'a rassurée. En fait, je savais que dans lui, là, non, je vais être trop bien. Bien affilé. Et quand je dis bien, dans le sens que c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main. C'est ça qu'une femme recherche. Un homme qui prenne les choses en main. Parce que quand la femme commence à faire exactement comme l'homme, là, maintenant, qui est homme, qui est femme, de toi à moi. Donc, du coup, mais on voudrait que quand l'éducation est donnée, que ce soit pas, tu vois, décalé, où on met plus d'accent sur la fille, mais moins chez le garçon. Et que ça soit équilibré. Ouais. Magnifique. La dernière question avant qu'on attaque les 10 questions signature de l'émission, et que je te dise aussi peut-être que tu auras quelque chose que j'ai oublié de poser. Si tu avais 1 minute pour parler à la jeune fille que tu étais à 20 ans, que lui dirais-tu? Bah, tu vois, tu as réussi. Tu pensais pas que tu aurais pu faire ça, mais tu l'as fait. Donc à 22 ans, à 24 ans, tu avais des doutes?
Bah oui, parce que tu vois, j'étais doute à cause de tout ce que je vivais. Hein. Bah regarde, t'étais jeune dans la foi déjà en plus, jeune dans le foyer. Tu sais, le foyer, c'est pas petite affaire, hein, c'est grosse affaire. Donc du coup, t'avais C'est tout pas un ça. petit garçon. Non. Euh, jeune dans plein de choses, donc du coup, t'as un peu beaucoup de fébrilité, tu vois. Et tu te cherches aussi, donc... et ouais, tu vois, tu t'es trouvé. Je lui dirais, ouais, je suis la meilleure version. De toi-même. Ouais, La meilleure version d'hier. ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te poser avant les 10 questions signature? Quelque Non, chose je que pense que t'as tu, as- abordé tu aurais pas mal voulu de dire? points. Est-ce qu'on a assez parlé de l'Elika? Non, c'est très bien. Non, Ok. non, l'équilibre était parfait. Comme en L'équilibre. cuisine. L'équilibre était parfait. Alors, dans cette émission, on a l'habitude de poser 10 questions. C'est presque des questions similaires, mais chaque 10 questions signature, très souvent en rapport avec le couloir ou le domaine dans lequel l'invité est épanoui. Donc, voici les 10 questions J'espère que je vais pas me faire avoir comme la signature. fois dernière. Hmm? J'espère que je vais pas me faire avoir comme la fois dernière. Mais cette vidéo n'a jamais vu le jour. Bah, Mais bon, les gens ne savent pas. Oui. Quelle est la valeur que tu refuses de compromettre, peu importe les circonstances? Quelqu'un? Bah, la valeur de l'amour. Ok. Mm. Quelle conversation a marqué ta vie au point de te transformer intérieurement? J'étais suivie par une coach. Et je pensais pas que je pouvais lui ouvrir mon cœur comme je lui ai ouvert. Ok. Je lui ai dit des choses que... Waouh. Il y a ça oui. Mais il y a une conversation. C'est en 2002, quand j'étais étudiante, je suis partie en Angleterre pour mes études. Et j'ai rencontré une fille. En fait, je me suis rendu compte que je lui ai dit des choses, mais ça a changé ma vie parce que c'était ma rencontre avec le Seigneur. Faut aussi me dire des choses, peut-être que ça va changer ma vie ou ta vie. Chacun sa vie, mon On ne sait jamais. Quelle est la plus grande leçon que la vie ou Dieu t'a enseigné jusqu'ici? C'est que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, non, il y a encore une possibilité. Ok. Quelle peur as-tu dû affronter pour devenir la femme que tu es aujourd'hui? Fière? Est-ce que c'était le jugement? Parce qu'aujourd'hui, tu assumes tes casquettes, mais à un moment donné aussi, tu dis, bon, j'affirme Nelly. J'ai pas les jugements, c'est de m'être déçue moi-même par des comportements que j'ai pu avoir. Ok. Tu as été déçu par les comportements que j'ai pu afficher, des choses que j'ai pu faire. Ok. Si tu pouvais parler, non, ça déjà, quelle est la définition du succès pour toi, à la lumière de ta foi, de ton parcours, de ce que tu nous as partagé aujourd'hui? D'avoir accompli ce pourquoi Dieu m'a mis ici. Tu es très heureuse et tu sens vraiment que tu es dans le couloir de ta vie? Non, je suis encore loin. Okay. Parce que si je suis très heureuse et je sens que ça veut dire que je suis proche aussi de partir, on va pas le faire, on va pas faire du Max Monroe. Non. Mais oui, c'est que quand j'aurai accompli, qui pourrait me dire, Nelly, t'es rassasiée du jour. Va te reposer maintenant. Voilà. Ouais. Quelle est la blessure qui t'a permis de découvrir ta vraie force? C'était la crise identitaire? C'est de savoir rebondir dans dans les erreurs que j'ai faites, d'avoir pu rebondir derrière. La phrase, le verset ou principe qui guide ton quotidien? Non, mais ouais, tu es là. En fait, oui, chaque jour que tu vis, c'est une opportunité d'accomplir quelque chose que tu n'as pas fait hier. Ok. Quand tous ces thèses, les titres, les fonctions, tout ce qu'on veut, qui gravite autour de nous, qui est réellement Nelly? Alors, c'est une femme parfois capricieuse, parce que je suis capricieuse. Il y a une personne, je rigole parce qu'il y a une personne qui me l'a dit la semaine dernière. Mais moi, j'ai jamais su que tu étais capricieuse. Si, je suis capricieuse. Très capricieuse. Mais je ne suis pas capricieuse avec tout le monde. Juste avec ton mari? Oui. Mais pas avec tes sœurs et tes petits frères? Non. Parce que moi, j'ai jamais vu tes caprices. Hein. Non, avec mon mari. Je suis capricieuse. Et encore, il me dit, non, mais non, t'es juste ma femme, en fait. C'est normal que tu fasses des caprices avec moi. Donc, pour toi, les femmes doivent être capricieuses? Mais avec leur mari, au moins. On peut se le permettre, non? Mais s'il y a des... Moi, je suis insensible aux caprices. C'est mauvais? Bah, c'est pas bien. Quand même. C'est ta femme. Non. Peut-être que j'arrive pas à interpréter c'est quoi les caprices. Les caprices, ça apporte du piment dans le foyer. Mais, moi, ça m'énerve parfois. Ouais, mais c'est pas une mauvaise colère, tu vois. Ouais, c'est pas une mauvaise colère, mais parfois je dis, faut aller à l'essentiel. Ouais. C'est sûr, mais parfois ça apporte un peu de jus dans le truc. Parce que mais si on n'a pas le cardio pour supporter ça. Non, si tu l'auras, je t'assure. Quand c'est la tienne, là, tu as le cardio.
Ok. Ouais. Enfin, la dernière, que aimerais-tu qu'on retienne de ton passage sur Terre? C'est-à-dire que là, j'ai reformulé, mais sinon, ce serait Oh, j'aime cette question. sérieux. Si, ou au cas contraire, au fait, on te donne une page blanche, laisse un message à Hmm. cette génération. Tu peux le faire. Tu sais, je sais pas si tu as vu la fiche que j'ai mise sur WhatsApp la semaine dernière ou celle d'avant, où c'était écrit tu peux le faire. Non. En fait, c'est l'histoire de la vie. Chacun a une histoire. Et il y a un film qui a l'affiche qui va sortir. Mm. Et l'héros principal, ça peut pas être... En fait, le film que moi, je dois jouer, là, le rôle principal peut pas être donné à quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi qui peut le jouer. Je peux pas être figurante ni avoir le second rôle. Donc, tu peux le faire. C'est l'histoire de ta vie et ne laisse pas quelqu'un d'autre le jouer à ta place. Ok. Ouais, Vraiment, vraiment. merci pour ce message. Mm. Merci de nous avoir offert ce temps Merci de pour partage ce et de moment. discussion. Merci à toi, c'était très bien. Voilà, merci. Et avant de terminer, j'aimerais dire un grand merci à nos partenaires. Espérons que peut-être aussi Elika pourra s'ajouter Yes, parmi avec la liste plaisir. des partenaires afin de nous donner, Vous restaurez. Anne, comme aime le dire l'un de nos techniciens, on aime l'argent. Je vois de qui tu parles. Hein. La restauration, là, viendra après. On a des familles à nourrir. Ah oui. Surtout lui, il aime sa famille, donc il aime l'argent pour sa famille. J'ai dit, frère, tu aimes plutôt l'argent, pas pour ta famille. Il dit, non, j'aime voir ma famille en paix, donc j'aime l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Donc j'aimerais dire un grand merci à nos partenaires et même à Elika qui potentiellement sera nos futurs partenaires. En l'occurrence, à l'ENFAI qui nous accompagne dans la réalisation, je vais y arriver, de ce projet. Donc si vous avez des parents en Afrique et que vous êtes en Europe, n'hésitez surtout pas à utiliser l'ENFAI, télécharger l'application, ça ne va rien vous coûter et utiliser ces services-là. Nous vous donnerons sous peu peut-être un code promo pour vous permettre de pouvoir utiliser le code promo Deep Conversation, envoyer de l'argent, ça permet de prendre soin de la famille, financer aussi vos projets. Ce n'est pas seulement la famille, vous êtes ici, comme aime le dire, investir au pays de Philippe Simo. Il faut investir au pays. Donc, pour envoyer ces millions-là, utilisez l'InFi, téléchargez l'application, c'est gratuit. Vous n'allez rien, absolument rien payer. Nous sommes à la fin de cette émission, mais comme on a l'habitude de le dire ici dans Deep Conversation, Yebelardo, toujours Nakadra Yebelardo, c'était JM Tikaya.